On passe la parole à Christian Valdés. Merci beaucoup Mathieu pour votre présence ici aujourd'hui. Je vais parler directement sur un penseur ou deux penseurs. Je vais essayer de faire un exercice de pensée décoloniale. Et je vais dire en début quatre précisions, quatre choses pour préciser la présentation. Et après, je vais faire cet exercice de pensée décoloniale. Alors, la première chose que je dois faire pour faire ça, c'est justement montrer mon lieu d'énonciation. C'est la première chose. Je ne peux pas parler de manière abstracte, conceptuelle, si je ne suis pas de la culture européenne. Alors, ça va? Alors, ça signifie que je dois déclarer que je suis chilien, je suis latino-américain. Alors, je suis un chercheur de troisième monde, entre guillemets, qui vient à parler en français, essayer de parler français. Alors pourquoi je dois dire ça? Parce que ça signifie que la pensée décoloniale, justement, c'est une désobéissance épistémologique. Alors si je veux parler, je dois déclarer quelle est ma position de debout. Alors je dois dire, je suis chilien, post-dictature de Pinochet, etc. Alors là-bas, il y a un problème très grand avec l'université maintenant, il y a un problème de restructuration de l'enseignement supérieur, etc. Alors, c'est la première chose, mon lieu d'initiation. La deuxième chose, pour préciser, c'est que n'est pas la même chose parler sur la décolonialité que parler décolonialement. C'est-à-dire, je peux faire une réflexion théorique sur la décolonialité, parler sur les auteurs, les penseurs qui pensent décolonialement, et autre chose, c'est penser décolonialement. Il y a une différence. Pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que si je parle sur la décolonialité, signifie que je peux réduire, assimiler à un système de philosophie la pensée décoloniale. Et justement, l'idée de la pensée décoloniale est sortie de la systématisation du savoir occidental. C'est l'idée. Pour ça qu'il n'est pas possible. Oui, c'est possible, mais il y a un risque permanent de réduire à le même, la différence. C'est ça, pour ça que n'est pas le même parler sur la décolonialité que parler décolonialement. La deuxième chose, qui pour le moment, la décolonialité ou la pensée décoloniale n'est pas un système de pensée, parce que n'est pas autre manière de penser conceptuellement. Et Mignolo, je parle à partir de Mignolo ici, fait la différence entre penser d'autre manière y una pensée autrement. En espagnol on dit no es pensar de otra manera, sino un pensamiento otro. Il fait la différence. C'est-à-dire, n'est pas une manière de penser dans une grande quantité des autres manières de penser. Justement, c'est une critique de le système de pensée occidental. De logos, si vous voulez, de la raison égocentriste. La troisième précision, que la pensée décoloniale, pour la même chose, toutes les autres choses sont antérieures. Et pour penser décolonialement, je dois faire une monstration de la décolonialité, il n'est pas une démonstration de la décolonialité. Parce que si je fais une démonstration, signifie que je fais une déduction conceptuelle à partir de différentes affirmations, dans la même logique de déduction. Mais si je veux faire une monstration, signifie que je dois montrer que ce n'est pas une théorie, c'est une praxis. Une praxis de libération et en même temps une praxis de libération épistémologique. Alors, la dimension plus importante ici, surtout, c'est explicite chez Mignolo et en même temps chez Rodolfo Kuch, qui c'est le penseur que je travaille maintenant,
c'est que la pensée décoloniale est en même temps une praxis de libération historique. C'est-à-dire qu'il y a une option d'histoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement une histoire européenne, etc., sinon qu'il y a différentes histoires locales. Mignolo parle d'histoire locale et disseigno global. Hein, il fait la différence. Et pourquoi je parle espagnol et français? Parce que normalement pour nous, c'est par de la désobéissance. Pour nous, c'est important de parler français. Si une personne qui parle français, il fait la référence en français, tout le public est obligé de dire « Ah, je ne parle pas français, hein. Désolé. Hein. » Je vais faire à l'inverse. Hein. Si vous ne parlez pas espagnol, les problèmes de parler espagnol. Hein. Voilà. Alors, l'exemple que je vais utiliser pour faire l'exercice de désobéissance épistémologique, le contexte, hein, la première chose. Chez Couch, Rodolfo Couch, un penseur argentin, n'est pas très connu parce qu'il y a un problème je ne sais pas comment on dit, de la idiosocratie. C'est ça. Un problème entre des penseurs argentins qui sont les personnes qui sont partidaires de la dictature de Perón et les autres personnes qui sont évidemment victimes de la répression péroniste. Alors Couch, il parle tout le temps de Perón, mais n'est pas de péronisme. Il signifie, par exemple, à partir de Dussel, qu'il n'existe pas Couch comme un penseur référentiel de la pensée latino-américaine. C'est pour ça qu'il n'est pas un penseur connu, travaillé intensément, comme Dussel, par exemple. Mais pour moi, ce sont deux penseurs à le même niveau. Alors, chez Couch, c'est plus important le colonialisme interne, n'est pas le colonialisme interne. C'est-à-dire, nos pays latino-américains sont colonialistes aujourd'hui, mais n'est pas pour la responsabilité des pays dominants, par exemple la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., États-Unis principalement pour nous, sinon parce qu'il y a une promotion interne du colonialisme. Hein? C'est-à-dire il y a une classe gouvernante, les élites intellectuelles sont les principaux responsables du colonialisme interne. Hein? C'est l'idée de Couch. Ces choses, c'est le plus important. C'est la première chose pour la libération. Je ne peux pas parler de la responsabilité, par exemple, de l'Europe sur Latino-Amérique, sur la pauvreté de Latino-Amérique, si le principal responsable de la pauvreté, c'est le gouvernement latino-américain qui a continué la politique étrangère, hein, pour ça. Alors, pour faire sa référence à le colonialisme interne, je vais montrer, c'est une preuve très simple, de montrer la structure de formation, par exemple, aux philosophies latino-américaines. Mais comme je suis chilien, je peux parler de Chili sans problème. Je peux parler par exemple, de la formation de philosophie en deux universités les plus importantes là-bas, que c'est la pontificale, l'Université catholique du Chili, et la Université du Chili. Attention, Université du Chili. Par exemple, la Université pontificale catholique du Chili peut montrer le colonialisme interne. Par exemple, les programmes de formation, hein, c'est très significatif parce que c'est actuel, c'est aujourd'hui, c'est la situation. Par exemple, la formation basique, ce sont les noms de la formation. Par exemple, Platon, grec 1, latin 1, logique et philosophie de la langue. C'est la formation du premier semestre. Deuxième semestre, Aristote, grec 2, latin 2, et comme ça. Anthropologie, philosophie, séminaire de méthodologie. Troisième semestre, Saint Thomas d'Aquin, bien? Thomas d'Aquin, grec 3, latin 3, métaphysique, séminaire de philosophie ancienne et de la Moyen-Âge. C'est possible de trouver un processus je ne sais pas, c'est pareil que c'est une petite représentation de l'histoire de l'Europe. C'est une ligne. Par exemple, après de ces semestres vient la formation, par exemple. Le cours s'appelle Kant, Husserl,
séminaire de philosophie moderne et contemporaine. Là, il y a une évolution temporelle. C'est explicite, c'est le programme de formation aujourd'hui. Je l'ai regardé aujourd'hui en Internet pour revoir s'il n'a pas changé le programme. Et finalement, il y a un semestre, et le dernier semestre, le cours s'appelle Hegel et l'autre cours s'appelle Wittgenstein. Il y a philosophie latino-américaine ici. Il a fait seulement la question. Mais paraît que non, mais paraît qu'il y a une ligne historique très claire. C'est l'université pontificale catholique de Chili. Autre exemple, l'université du Chili. Et pourquoi je fais la référence à l'université de Chili? Parce que l'université de Chili, c'est le plus ancien là-bas. Et l'origine de l'université de Chili, c'est un projet national de formation de la classe intellectuelle. Alors, l'idée, justement, de parler d'une université du Chili et faire une relation entre l'université et la nation chilienne, le peuple chilien. Alors, la formation de philosophie là-bas, premier semestre, philosophie ancienne, logique 1, grec 1, latin 1. C'est la même structure. Deuxième année, pardon, philosophie de la Moyen-Âge, axiologie, il y a une modification. Théorie de la connaissance, il y a des cours électifs. Si vous regardez les cours électifs là-bas, c'est la même chose. Kant, Husserl, Locke, c'est la formation. Après, philosophie moderne, philosophie de la science, métaphysique, etc. Et finalement, les dernières années, tous les cours de philosophie contemporaine. Ils s'appellent comme ça, philosophie contemporaine. Alors, pourquoi j'utilise l'université pontificale catholique du Chili, l'université du Chili? Parce que ce sont les universités plus importantes là-bas, sont les plus connues. Les rankings d'universités à niveau mondial sont les plus réputés. Et je ne dis pas que la formation n'est pas de qualité. Au contraire, c'est important. Si une personne de l'université Chili, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est une université de grande qualité de la formation. Mais la question n'est pas montrer les programmes pour la publicité, c'est justement montrer qu'il y a une option ici, épistémologique, absolument claire. Je ne sais pas s'il y a une différence significative entre la formation en Europe et la formation au Chili. Vous pouvez faire les mêmes choses et vous pouvez trouver dans Internet, c'est très facile, tous les programmes de formation de les universités latino-américaines, et vous pouvez trouver que la formation de philosophie, c'est la même. Et c'est équivalent. Par exemple, j'ai trouvé le cas de la Colombie, parce que Juan Pablo c'est colombien, nous parlons de la question, c'est exactement la même chose. Les universités argentines les plus importantes au Brésil. Et je pensais, par exemple, que l'université autonome de Mexico, qui travaille Enrique Dulce, etc., mais non, la formation en philosophie, c'est exactement la même structure. Mais il y a un séminaire de philosophie latino-américaine et mexicaine. Mais en cours, dans toute la formation. Alors, c'est déjà beaucoup. En cours, beaucoup, oui, c'est beaucoup. Alors, s'il y a formation en philosophie latino-américaine, c'est-à-dire une préoccupation pour la problématique, pour notre problématique, c'est possible de trouver, par exemple, les centres d'études latino-américains, de l'Académie de philosophie. Mais normalement, la définition de centre d'études signifie qu'il y a l'Amérique latine, c'est un sujet de travail. C'est un phénomène d'étude, mais n'est pas une assimilation de dire nous sommes latino-américains, nous allons à penser notre réalité. Sinon, il a fait une étude de Latino-Amérique, comme si l'intellectuel est dehors de la réalité. Et un exemple d'aujourd'hui, à propos de la manifestation et la mobilisation des étudiants d'éducation supérieure et secondaire là-bas au Chili, et il y a participation de tous les professeurs d'école, mais il n'y a pas participation de les professeurs universitaires. Seulement une déclaration publique, mais il n'y a pas visage. Pourquoi? Parce que les professeurs universitaires, c'est dehors de la réalité, n'est pas un acteur collectif, il n'est pas protagoniste de la réalité. Enfermé dans l'université par Descartes, d'Aristote, de Hegel, etc.
Alors, c'est l'exemple du colonialisme interne. Et ça dit la formation des futurs professeurs de philosophie, les futurs chercheurs de philosophie, vient d'une racine européenne, eurocentriste absolument. Et là-bas, je pense qu'il est plus fort qu'ici. Je ne peux pas faire une présentation comme ça là-bas. N'existe pas coach. Dussel, oui, Dussel, je connais le nom, mais il n'y a pas un cours que tu peux travailler 12%. Le coach n'existe pas. Alors, je vais faire 3 observations à partir de Rodolfo Kuch, qui fait une critique de la structure de l'université. Et pourquoi l'université? Parce que c'est la institutionnalisation de la connaissance. Il y a une intention politique, mais il y a en même temps, comme on dit, Ezequiel Martínez Estrada, qui est autre penseur connu dans l'académie latino-américaine, que l'éducation pour nous n'est pas promotion culturelle, sinon un correcteur culturel. Alors, s'il y a l'Université du Chili, s'il y a l'Université pontificale catholique de Chili et toutes les autres universités, c'est justement pour changer une manière de vivre, pour changer un ethos, pour vivre d'autre manière. C'est pour ça que c'est important l'université, comme institutionnalisation des savoirs. Autre chose, c'est l'école, que c'est la même chose. La première chose, la première critique chez Kuch à l'académie, que nous savons la philosophie, c'est vrai, nous parlons de philosophie, mais nous n'avons pas les sujets de la philosophie. Et ça dit, nous parlons de Kant, oui, parfait, je connais Kant parfaitement, je peux parler allemand, il fait les cours en allemand. Au Chili, c'est très commun avoir les textes. Si le professeur connaît l'allemand, il fait les cours en allemand, les bouquins en espagnol, et il fait les commentaires de la traduction. C'est les cours. Et comment s'appelle la pizarra? Le tableau. Commence à écrire les mots en allemand, il fait la référence. Je ne sais pas si en France il y a le système d'écrire les mots en espagnol, en autre langue, ou tout le temps en français. Non? En allemand, oui. Allemand, oui, mais en espagnol. En allemand, oui. Alors, c'est une critique importante parce que si nous faisons philosophie, mais sans les sujets de la philosophie, signifie que finalement il n'y a pas philosophie. Parce que, par exemple, je vais utiliser l'exemple de Kant ou Heidegger, qui au Chili se travaille beaucoup. Et ça va, Kant pense sa réalité, répond à une situation, à une époque, et il fait sa philosophie. Parfait. Heidegger fait la même chose, il pense une réalité, pense un problème de l'Allemagne, de l'Europe, etc. Ça va, parfait, c'est ça la philosophie. Mais si au Chili, nous pensons que la philosophie est apprendre la philosophie heideggerienne, et faire philosophie, ou seulement savoir les livres, savoir les bouquins, savoir la cite. C'est-à-dire, nous devons sortir, c'est la critique de Kuch, nous devons sortir de la lettre, de la cite, de la citation. Nous devons penser que c'est autre chose. Je crois, à mon avis, que la formation au Chili de philosophie, c'est une formation de compréhension de lecture. Bonne compréhension de lecture. Tu peux lire Heidegger, l'être et le temps parfaitement, mais je ne pense. Je connais Heidegger, les bouquins de Heidegger. Les paragraphes 32, la Verstehen, c'est important de dire Verstehen, et ne dire compréhension, parce que ce n'est pas la même chose. C'est la première chose. La deuxième chose, que si nous regardons les programmes de formation, n'est pas une stratégie pour améliorer l'enseignant, sinon que c'est une proposition historique de notre culture. Parce que la théorie de l'éducation parle, c'est un topic commun, du curriculum occulte, qu'il y a
le curriculum, c'est la planification, c'est les cours, voilà. Mais il y a beaucoup de choses, de facteurs secondaires qui déterminent le curriculum, la formation. S'il y a une politique éducationnelle, si on parle de la politique de l'État, faire une formation pour les futurs philosophes comme ça, signifie qu'il y a une proposition historique de notre propre réalité. C'est-à-dire, nous sommes Européens, nous sommes blancs, nous sommes Allemands, nous sommes Français, je ne sais pas. Il y a une proposition très forte dans le curriculum de formation en philosophie. Mais signifie qu'il y a une ligne historique. Philosophie ancienne, philosophie de la Moyen-Âge, philosophie moderne, philosophie contemporaine, et la thématique de manière épocale. Ne signifie pas que c'est une stratégie pour faciliter le processus d'apprentissage de la philosophie, sinon qu'il y a une ligne historique que nous sommes part de sa ligne historique. Alors, l'interprétation chez Kusch de ça, qu'il y a une intention de Latino-Amérique, de l'Amérique latine, d'entrer à l'histoire. Il y a de manière implicite une sensation de que nous sommes des héros de l'histoire. Et nous devons entrer à l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas comme une puissance intellectuelle, par exemple avec la fabrication d'articles de machines, d'articles technologiques, etc. Pour nous, c'est parfait. Si nous pouvons faire ça, c'est parfait. Ça signifie que nous sommes développés. C'est une manifestation. Alors, il y a un concept ici qui est intéressant, je vais le dire, que c'est le concept de séduction. Parce que l'Occident, pour nous, l'Europe, les États-Unis, c'est séducteur. Il y a une attraction. Mais n'est pas la France qui va au Chili et dire non, vous devez être comme nous. Nous voulons être comme Occident. C'est pour ça que le colonialisme interne c'est plus important que le colonialisme interne. La question c'est de savoir quel c'est l'élément séduisant de la culture occidentale que tous les autres pays de la périphérie voulons être comme l'Occident. C'est une bonne question. Les auteurs, par exemple, Sarmiento, un penseur argentin du XIXe siècle, il parle de séduction. Et Francisco Bilbao, penseur chilien du XIXe siècle, il parle aussi d'attraction culturelle pour une supériorité morale, surtout de la France. Seulement pour mise le concept de la séduction. Finalement, je vais faire 4 questions pour terminer, pour enfermer la désobéissance de parler et critiquer la formation en philosophie, ma formation en philosophie. La première chose, que c'est un problème pour toutes, mais pas seulement pour nous, les latino-américains, c'est la pensée universelle. C'est la première chose. C'est possible de faire philosophie kantienne là-bas. C'est possible de faire philosophie Foucaultienne là-bas, par exemple. C'est possible, pas de problème. Ou non? C'est la question. La pensée européenne, c'est universel ou non? C'est valable pour tous les contextes? Si la réponse est positive, quelles sont les conditions? Pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est la première question. Deuxième question. Pour les latino-américains, nous sommes d'Occident? Nous sommes part d'Occident? Oui ou non? Si nous ne sommes pas part d'Occident, nous devons faire autre chose. Si nous sommes occidentaux, oui, ça va. Le chemin de l'histoire, pour nous, c'est le correct. Sinon, nous devons reconduire notre action collective. Et, c'est possible. Non, pardon. La même problématique, je pense qu'il est possible de faire extrapoler les problèmes, non seulement en Latino-Amérique, c'est pour nous,
C'est la même chose pour l'Afrique, c'est la même chose pour l'Asie, mais en même temps pour l'Europe de l'Est. Je ne sais pas si l'Europe de l'Est, il y a un adjectif pour entrer dans l'Europe. Faire question de ça. Faire question de ça. Réfléchir la question. Parce que l'Europe, par exemple, Wallenstein, qui parle Mignolo beaucoup, montre que toute la connaissance vient des États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Et tous les autres, c'est une question. Et finalement, à propos de l'université, pour terminer, c'est possible une pensée décoloniale dans le système universitaire, système, entre guillemets. C'est la désobéissance. Merci beaucoup. On vous invite d'abord à une première lancée des questions, s'il y a des questions de votre part pour cette intervention. Et après, on fait une petite pause pour revenir à une autre intervention. Moi, j'aurais une question à vous poser par rapport à la place de la philosophie en Amérique latine. Ce qui m'avait beaucoup surpris, l'un des rares auteurs sud-américains qui est arrivé à traverser l'Atlantique pour que je le connaisse, c'était Benjamin Arditi, qui est prof à la UNAM. Et il a fait une lecture ransarienne et althusarienne. Tu peux répéter les noms? Arditi. Je ne les connais pas. Arditi. Benjamin Arditi. Et il a fait une lecture inspirée d'Althusser et de Rancière des mouvements sociaux en Mexique au Paraguay. Donc tout très intéressant. Quelqu'un comme ça, chez nous, serait prof de philo. Et là-bas, il est prof de Sciences Po, sciences politiques. Et inversement, en sciences politiques en France, il serait, je pense, impensable de faire un travail sur Rancière et le Paraguay. Vous voyez, parce que Sciences Po en France, c'est aussi une certaine ligne idéologique, théorique, etc. Est-ce que ça contraint les gens qui ont voulu repenser l'Amérique latine à partir tous comme ça en sciences politiques, en sociologie ou en anthropologie? Ou est-ce que les sciences politiques et les sciences sociales subissent ce même, cette même soumission à la pensée européenne? Immédiatement? Oui. C'est clair, chez Mignolo, que la pensée décoloniale n'est pas une polémique contre ne va pas contre l'Europe, sinon qu'il fait une critique. Nous sommes métis, je parle espagnol, c'est une langue de conquête. Alors, ne signifie pas que je veux à refuser la tradition européenne. Au contraire, je dois partir de la tradition européenne. Alors, la pensée décoloniale implique le dialogue. Alors, ne signifie pas que si je suis latino-américain, je peux parler seulement de Latino-Amérique. Non, ne signifie pas que je dois parler depuis de Latino-Amérique, parce que mon lieu d'initiation, c'est ça. Je peux parler des problèmes européens, oui, bien sûr, mais je dois montrer clairement quelle est ma position, ma histoire, ma culture. N'est pas une opposition. Au contraire, il y a un dialogue, c'est nécessaire. Mais est-ce que les gens qui initient le dialogue sont dans les facultés de philosophie, s'ils sont philosophes, ou ils doivent s'exporter dans d'autres facultés? Là-bas? Au Chili, oui. Par exemple, Dussel, est-ce qu'il est dans la faculté de philosophie, Mignolo, Quijano, ou bien ils sont en sciences sociales? Là par exemple, pour répondre à ça, justement, ce qui arrive, c'est que les sciences sociales sont un peu les sièges des possibles approches différentes à la philosophie. La philosophie reste complètement autonome et fermée à une autre possibilité de penser. Le cas de Dussel, c'est vraiment, vraiment spécial, mais justement parce que lui, il a fait un travail de reconstruction de toute la philosophie européenne à partir d'un point de vue critique qui tenait en compte la position ou son lieu d'énonciation, comme on le répète souvent. Mais normalement, c'est dans l'anthropologie et peut-être dans la sociologie où tu peux voir des gens qui travaillent. Et maintenant, par exemple, j'ai ici un livre publié par la faculté des droits. Pour moi, c'était déjà toute une révélation, mais c'est vrai, c'est l'Université nationale de la Colombie où
il y a une emprise de la gauche colombienne, entre guillemets, ça c'est un autre débat, où il parle par exemple de la constitution des identités subalternisées par les discours juridiques et littéraires colombiens pendant le 19e siècle. Donc ça c'est toujours des exceptions, mais c'est toujours hors la philosophie que tu peux arriver à trouver des approches différentes comme celle-ci de l'option décoloniale. Dans la philosophie, c'est presque impossible. Oui, deux questions, remarques, de réflexion comme ça pour... D'abord, merci pour ces exposés. Et d'abord sur ce que tu viens de dire, Elise, à propos de Benjamin. Et, bon, comme on avait déjà eu... Merci. Sous le siège, ça sera plus simple. Et bon, on avait déjà eu un peu occasion il y a 2 ans de parler sur cette question de l'histoire. En fait, c'est très important chez Benjamin l'idée que c'est un peu l'histoire elle-même qui à un certain moment se replie à son propre intérieur pour les présents de toute façon, pour rencontrer ces passés que ces présents déterminés là, cette conjoncture présente peut effectivement sauver. Donc c'est un peu une sorte des rencontres messianiques qui fait l'économie d'un passage arbitraire, comme d'une intervention arbitraire de l'extérieur de l'historien. Parce que, bon, les textes de philosophie de l'histoire sont un texte extrêmement, enfin qui ne s'appelle pas du tout comme ça, sur les concepts d'histoire, sont un texte justement qui, plutôt que des thèses, sont des strates qui correspondent aussi à des débats multiples. Par exemple, justement, à partir du présent de Benjamin, il y a toute une polémique non seulement contre la social-démocratie, mais il y a toute une réflexion sur la déception représentée par les pactes germano-soviétiques, etc. Et donc il y a aussi une confrontation avec le marxisme qui produit un opérateur de cette historicisation, de cette construction de l'histoire qui est à mon avis décisif. Parce que Benjamin parle du bond du tigre, du saut du tigre dans le passé, qui serait de toute façon opéré par la classe des opprimés. Bon, maintenant, je n'ai pas exactement à l'esprit les traductions françaises du texte, mais bon, en italien, c'est la classe opprimée. Et donc, en effet, c'est un peu plus fort, de toute façon, non, que tout simplement la prise en compte des visions des victimes et des minorités qui sont écrasées, parce qu'il y a une idée, de toute façon, d'actualité révolutionnaire, et les passés qu'il s'agit de sauver et de réactiver, ce sont aussi les conjonctures où les opprimés ont fait un peu... Et voilà, donc là... Et cet aspect-là, mais justement, c'est pas un reproche, c'est juste une question de réflexion. Il me semble que dans la plupart des lectures de Benjamin et de son approche de l'histoire, tend un peu à être mise de côté, justement, parce que la question de... Il y a comme une sorte de primat de la récupération des voix écrasées, alors que Benjamin parle plutôt d'une haine vis-à-vis des classes dominantes qui gardent en vie la tradition des opprimés comme la tradition de ceux qui peuvent devenir éventuellement voilà, non pas les dominants, mais de toute façon les révoltés ou les révolutionnaires des passages ultérieurs dans l'histoire. Et donc voilà, c'était la première chose que je dirais pour nuancer un peu les rôles aussi de la minorité chez Benjamin, qui est aussi une minorité au sens, parfois, on a l'impression qu'il parle d'une minorité au sens d'une avant-garde révolutionnaire, de toute façon, et non tout simplement d'une... Deuxième chose, comme tu as très bien remarqué, en parlant d'une sorte
d'issue esthétique de la pensée de Marcuse par rapport. C'est très important justement l'opposition entre lui et Benjamin, mais qui en réalité aussi l'enjeu de la relecture qu'Adorno dans l'après-guerre donne de Benjamin, hein, donc de certaines destinées de l'école de Francfort et de sa lecture de l'histoire et de sa théorie critique. En effet, c'est vrai qu'Adorno et Marcuse, de façon différente, pensent une libération par la voie esthétique. Finalement, hein, la critique des Boussole. Alors que Benjamin pense la théologie. Hein, c'est comme opérateur d'une destruction de quoi exactement. Je ne pense pas qu'il y ait homogénéité en réalité entre les objets de la critique et de la lecture de la société moderne que donnent respectivement Benjamin et Adorno et Marcuse. Mais de toute façon, dans la recherche de quelque chose d'un instrument, de toute façon, de revitalisation d'une pensée politique critique, il y a une bifurcation assez forte entre une voie esthétique, un salut par l'esthétique et un salut par le salut, si j'ose dire, à savoir l'évocation précisément du messianisme comme interruption de la temporalité. Et là, c'est quelque chose qui va évidemment un peu au-delà de la problématique strictement décoloniale, mais en effet jouera un rôle très important dans l'après-guerre, par exemple, dans la lecture de l'école de Francfort, un peu comme critique de la culture, voilà, comme critique de la culture, précisément dans la bifurcation du génitif. C'est une critique de la culture par quelque chose d'autre que la culture, une critique de la culture par la culture elle-même. Ça peut avoir en réalité quelques rapports avec la question de la culture coloniale. Que quand on parle d'une critique théologique de l'histoire, en réalité on met en parenthèse même les spécificités culturelles qui pourraient avoir éventuellement un rôle subversif ou critique par rapport au paradigme hégémonique. Parce que précisément la figuration, l'interruption de la temporalité n'est pas strictement un modèle culturel ni minoritaire ni majoritaire, c'est un peu une suspension de la logique mondaine. Hein. C'est un peu la lecture de Benjamin que fait Jacob Taubes, qui est un polémique avec Adorno. Troisième chose sur l'intervention dernière, bon, en réalité, je me permets d'être un peu ironique, et je comprends tout à fait le sérieux des enjeux que vous pointez. Mais votre description des institutions philosophiques chiliennes, hein, notamment de l'université pontificale, restitue une image plutôt flatteuse. C'est un très bon programme d'études. C'est un très bon programme d'études de philosophie. Si même en Italie ou en France, ou même aux États-Unis, on a vu des professeurs qui réellement parviennent à commenter un texte d'Heidegger en allemand dans un cours de philosophie, on serait tout à fait content. Enfin, ça repayerait des frais d'inscription. C'est seulement ce qu'on peut dire. Et j'ai dit la chose de manière un peu cavalière, mais je n'ai pas trop compris en réalité. Enfin, ce que je voulais dire par ces biais un peu apparemment moqueurs, est que il faut parfois nuancer un peu les choix du cible, hein, au sens que une question, une chose est l'égommage des spécificités locales, latino-américaines, etc., des paradigmes de pensée qui se confrontent à une actualité, etc., en faveur d'un modèle abstrait, presque axiomatique de l'enseignement de la philosophie. Et une autre chose est la contrainte disciplinaire qui permet tout simplement l'existence d'un discours. Parce que finalement, par exemple, quelqu'un comme Dussel, évidemment, peut lire les Grundrisse et Marx et Schelling en allemand. Hein. Et j'ai du mal un peu à voir comment, avec toute la décolonisation de ce monde, on puisse réellement faire un cours de philosophie sans expliquer que Verstehen ne veut pas dire réellement compréhension. Ou de toute façon, c'est pas complètement... qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement? Dire compréhension en espagnol pour ne pas tomber sous les coups de l'hégémonie, ou plutôt savoir exactement que Verstehen n'est pas n'est pas traduisible comme compréhension
justement pour prendre la mesure d'une distance. Donc là, dans votre polémique, je comprends tout à fait, j'ai vu un peu de la superposition des plans différents, voilà, parce que, et des discours différents, parce que en effet, je pense que le problème n'est pas de lire ou de ne pas lire le texte en original, dans leur langue originale, mais c'est plutôt l'usage qu'on peut faire d'une confrontation entre et alors voilà, une marque de subalternité et par exemple serait aussi de localiser et finalement des pensées qui viennent d'ailleurs et de les transformer finalement dans un produit local alors qu'elles ne le sont pas. Par exemple, en Italie, qui n'est pas un pays post-colonisé ou décolonialisé, mais où il y a un problème effectivement d'être une langue mineure de l'enseignement, parce qu'elle circule très peu finalement comme langue culturelle. Les peu de connaissances que les étudiants universitaires ont des langues d'origine des auteurs qui sont étudiés font en sorte qu'en effet, il y a une très grande difficulté à penser l'originalité et aussi les différences, par exemple, entre Kant et sa réception italienne. Donc voilà, ça c'est tout simplement pour dire que parfois la critique des institutions de la culture j'ai vu quelques nuances qu'on aurait pu ajouter à votre propos. Voilà. Merci beaucoup en fait pour tes remarques et tes appréciations. Bon, je ne vais pas pouvoir répondre sur ce que tu dis. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une lecture beaucoup plus engagée, affective d'une sorte de haine des opprimés vis-à-vis des classes dominantes qui mettrait en branle le processus de l'histoire. C'était pas forcément enfin, j'ai voulu analyser ça plutôt en termes d'opération épistémologique, donc je suis restée à une opposition au niveau de la structure entre les termes. Au niveau du rapport à la théologie, moi, dans ma lecture de Benjamin, j'ai quand même je suis plutôt le fragment théologico-politique. Donc pour moi, la structure messianique, si elle existe, ne peut pas être applicable immédiatement. Enfin, au processus historique. Donc à un moment donné, il faut des processus de subjectivation, des processus de mise en place de l'action collective par les acteurs eux-mêmes. Et c'est un peu ça que je voulais montrer aussi avec le rôle de l'historien, c'est-à-dire que l'historien lui-même pourrait retomber dans une forme d'historicisme avec une forme de fin juste et une idée précise de ce que serait la révolution en tant que position de surplomb comme ça. Et je pense que Benjamin est très critique par rapport à cette position-là, lui-même par rapport à son propre travail et aussi par rapport à la position même d'un collectif qui s'imposerait de manière transcendante par rapport à une réalité sociale. Donc je pense que c'est quand même toujours un messianisme de alibi comme ça, un messianisme très clairement utilisé pour tenir, par Benjamin lui-même, pour tenir en réalité une critique de certaines approches. Mais bon, évidemment, j'ai parlé un peu de la question et du rôle historique de la... Après, je vais me taire, bien entendu. Mais justement, pour répondre, parce que ça m'interroge, et je pense, en parlant pour les GRM aussi, nous interroge particulièrement, parce que le travail sur les conjonctures, par exemple, qu'on a essayé de mener depuis presque le début de nos activités et consiste aussi à récupérer un passé qui pourrait être ou aurait pu être ou peut être pensé comme étant différent ou susceptible d'être porteur des choses qui ne sont pas réalisées et donc c'est une démarche, même si nous avons fait référence plutôt à d'autres auteurs, qui a partie liée avec cette approche de l'histoire qui en pense les possibilités latérales, pour parler comme Ernst Bloch qui parlait d'utopie comme exploration des possibles latéraux de l'histoire. Non? Oui, c'est ça, mais c'était vraiment l'enjeu de mon exposé, c'est de montrer que la manière dont tu abordes le passé, donc la manière, par exemple, où tu penses la conjoncture, est déjà une forme d'engagement politique, c'est-à-dire que c'est à partir d'une position particulière d'engagement de l'intellectuel lui-même que ce passé peut faire sens. C'est pas juste l'élaboration d'une élaboration de faits précis, c'est comment ce passé contient en lui-même des phénomènes qui pourraient conduire à la répétition dans l'histoire présente. Et donc, enfin, je vois très bien. Toute dernière phrase, je jure. Il est vrai que si, pour Benjamin, les choses dans le présent, les passés susceptibles de rédemption commencent à émerger lorsqu'il y a quelque chose qui disparaît. Donc, c'est tout son discours dans les passages, lorsque quelque chose risque
d'être effacé de la mémoire, alors c'est le moment où les présents peuvent avoir... C'est aussi toute la conceptuelle très ambiguë de la conceptuelle de l'aura. Enfin, l'aura apparaît au moment de sa disparition. Enfin, c'est parce que c'est... Donc je pense que c'est un thème tout à fait... Enfin, propre à la pensée bényaminienne, d'avoir toujours cette tension entre le voir et le non-voir du voir. Donc que c'est dans le processus de sa disparition, de son déclin, que la chose en même temps peut reprendre un regain de potentialité dans l'histoire et qu'il faut le déconstruire au moment donc, de ce moment de crise. Christiane, tu veux? Oui, une petite chose. Et c'est vrai, la formation c'est l'Université pontificale catholique de Chili, c'est un grand nom. Et c'est spectaculaire, c'est très bon, c'est excellent. Mais n'est pas le problème de la qualité, c'est autrefois. Le problème que les personnes qui sortent de l'université ont une formation intellectuelle décontextualisée. Elles peuvent penser les bouquins, elles peuvent penser une réalité qui n'est pas la réalité, notre réalité. C'est le problème, c'est un problème de contexte, de relation entre la réalité et l'intellectuel. C'est le problème, mais pas la qualité. C'est seulement ça. Bon, je vous propose de faire une petite pause s'il n'y a plus de questions. On revient.